évoquant gènes, cerveau et cognition. J'ai mis ces trois termes séparés ici par une virgule, par et, ce qui veut dire malgré tout, en dépit de cela, que j'établis une liaison de causalité implicite entre ces trois termes. Alors vous pouvez remarquer que je ne parle pas d'intelligence, bon c'est tout simplement pour faire plus moderne, on parle de cognition, on remplace cognition, on prend cognition pour remplacer intelligence, les mots ne sont plus les mêmes mais les problèmes sont toujours les mêmes. Premier point, il faut bien l'évacuer. J'y consacrerai à peu près 7 à 8 minutes. Génétique et mesure du QI comme estimation de l'intelligence. C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que le QI a une base héréditaire? D'abord, pour bien comprendre ce problème, pour bien comprendre la foule de travaux qu'il y a eu sur ce thème, regardez, de 70 à 2004, plus de 21 000 articles, chapitres ou livres. Hein. Eh bien, il faut savoir pourquoi on a entrepris ces études. D'abord, c'est une problématique qui est assez ancienne. J'ai mis pourquoi cherche-t-il, j'ai pas mis pourquoi cherchons-nous, parce que ce n'est pas mon problème. Et pourquoi certains cherchent les fondements génétiques du QI? Eh bien, au point de départ, nous avons l'habitude de renvoyer ce type de questions comme une chose pas très propre à nos collègues américains, non. Non, ceux qui ont lancé ce type de questions, eh bien, ce sont deux Français. C'est l'anthropologue clermontois Vacher de la Pouge et Clémence Royer qui a traduit l'origine des espèces de Darwin, traduction que certains d'entre vous ont peut-être à l'esprit, où Clémence Royer a doublé le volume de l'origine des espèces par ses propres commentaires. Et la conclusion de Vacher de la Pouge et de Clémence Royer, c'est que si on applique parfaitement les conséquences du darwinisme social, eh bien, nous arrivons à cette conclusion, c'est que il y a une hiérarchie dans notre société qui est une hiérarchie établie par l'évolution, sous la pression de l'évolution, et que, mon Dieu, si nous donnons de l'éducation aux ouvriers, ça nous retombera sur la tête. En gros, c'est ça. Hein. Je résume un certain nombre de pages. Donc, c'est ça qui est à l'origine de rechercher les bases du QI. Alors, bien sûr, à l'époque où on traduisait Darwin, les premières traductions de Darwin, on ignorait tout des bases de l'hérédité, puisqu'il faut bien se rendre compte que les travaux de Mendel étant tombés dans l'oubli pendant une cinquantaine d'années, c'est en 1903 qu'on a redécouvert la généralité des travaux de Mendel. Alors en plus, il y a eu un autre problème. Depuis très très longtemps, depuis le début du siècle, il y a eu celui de ce qu'on appelait la mixité raciale. Je déteste le mot race, je voudrais le supprimer de la langue française, mais il y est, bon, il faut faire avec. Alors cette mixité raciale, eh bien pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse? Parce qu'elle menace le niveau intellectuel des nations occidentales. Collègues psychologues, vous connaissez le célèbre Raymond B. Cattell? Eh bien, Cattell a écrit en 1937 que la mixité raciale menaçait le niveau intellectuel de la nation américaine. En 1940, il écrit aussi que Hitler n'était pas tout à fait mauvais parce qu'il avait quand même créé la Volkswagen. Ces propos ont valu que Cattell, d'ailleurs, par parenthèse, tombe aux poubelles de l'histoire et qu'on lui refuse une distinction de la Société américaine de psychologie. Et puis, mixité raciale, oui, aussi avec les Juifs. Pearson, vous connaissez le brave Pearson, eh bien, le cher Pearson écrivait qu'il fallait se méfier des Juifs étrangers, parce que ces Juifs qui venaient de l'Europe centrale étaient chassés. Pourquoi s'ils étaient chassés? Eh bien, parce qu'ils étaient les moins bons. Et s'ils étaient les moins bons, ils avaient de moins bons gènes et risquaient d'abaisser le niveau de la nation anglaise. Les Noirs, alors ça, c'est le psychopédagogue Janssen et l'anthropologue Rushton qui ont tenté d'expliquer que la mixité
était tout à fait néfaste, la mixité noir-blanc était tout à fait néfaste, parce que, pourquoi? Eh bien, parce que les gènes de la négritude sont liés aux gènes de l'intelligence, et que si nous avons une société mixte, nous allons, du fait que les Noirs se reproduisent plus facilement que les Blancs, avoir une contamination génétique de notre société. Je n'exagère pas. Ce qui est tout à fait, ce qui me choque, j'ironise un petit peu, il vaut mieux en rire plutôt que d'en pleurer, parce qu'il faut savoir que Rushton, il y a un an, avec Janssen et la complicité de la Société américaine de psychologie, a diffusé à quelques 100 000 exemplaires un volume d'une revue américaine dans laquelle il pensait démontrer qu'il y avait une base génétique aux différences entre noir et blanc. Les généticiens, on les accusait de bien des choses, mais les psychologues ne sont pas très propres dans ce domaine-là. En ce qui concerne les handicapés, bon, ben, là aussi, les gènes liés au handicap, il faudrait les éradiquer. Depuis très longtemps, un certain nombre de personnes se sont attelés à cette tâche. Ça a commencé au Royaume-Uni, en particulier au Canada. Ça reviendrait en France. N'oubliez pas que la stérilisation des handicapés n'a pas été un chef d'accusation au procès de Nuremberg. Pourquoi? Parce que les puissances alliées pratiquaient la stérilisation des handicapés. En fait, ce qui a redonné un boom à ces recherches pas très ragoûtantes, c'est le fait que le 17 mai 1954, on a mis fin aux lois ségrégationnistes. Et certains chercheurs, là c'est un physicien, c'est le pseudo-prix Nobel Shockley, qui a tenté de transférer la question sur le plan biologique. C'est-à-dire que puisque la bataille était perdue sur le plan juridique, il fallait montrer que c'était effectivement dangereux. Or, si on montrait que l'intelligence avait une base héréditaire, comme on sait, pour des raisons qui n'ont pas besoin de faire appel à la génétique, que les Noirs américains sont moins performants que les Blancs, eh bien, il s'agissait on pouvait montrer de cette façon-là qu'il y avait un risque de contamination et toujours d'abaissement du niveau de la nation américaine. Et là-dedans, vous avez eu un certain nombre de psychologues qui se sont illustrés, en particulier Eysenck, Janssen et Vernon, plus tous les gens qui ont tourné autour du marais de la sociobiologie. Tout ceci, vous en avez un bon résumé dans l'ouvrage de Michael Billig qui est paru chez Maspero en 1982. Alors finalement, de tous ces travaux, qu'est-ce qu'il en reste? Eh bien, il en reste qu'on calcule une héritabilité qui est de 60 à 76%. Alors quand même, faisons justice de cette héritabilité, parce que l'héritabilité, elle réapparaît. Je sais que si vous regardez le site de la Mensa, c'est-à-dire des gens qui s'occupent des surdoués, eh bien, vous allez voir qu'on fait grand cas de cette héritabilité, qu'on veut montrer que l'intelligence a une base héréditaire, et surtout que le fait d'être surdoué a une base héréditaire. Et pour cela, on s'appuie sur ce concept d'héritabilité. Alors, héritabilité, qu'est-ce que c'est? Ça a la couleur de l'hérédité, ça a le goût de l'hérédité, mais ce n'est pas de l'hérédité. Je vais vous le montrer tout de suite. Qu'est-ce que c'est que l'héritabilité dont on parle beaucoup? Il y a eu des batailles sur l'héritabilité. Bon, moi-même, je me suis bagarré là-dedans. On a réussi à convaincre les collègues américains, pas les collègues français, c'est dommage. Bon, qu'est-ce que c'est que l'héritabilité? C'est un rapport entre la variance génétique et la variance phénotypique. C'est-à-dire que c'est en fait une corrélation entre la diversité génétique et la diversité phénotypique. Alors, pour vous montrer que génétique n'est pas héréditaire forcément, je vais prendre un exemple qui est celui de la surdimutité. On a calculé, les épidémiologistes ont calculé l'héritabilité de la surdimutité. Elle est relativement forte, 67%, c'est-à-dire qu'il y a 67% de la variance génétique qui est corrélée avec la variance phénotypique. Mais est-ce que la surdimutité est pour autant héréditaire? Sûrement pas, parce que si nous prenons ce phénomène, la surdité, ce phénotype, eh bien, nous savons qu'il est lié à un très grand nombre de gènes. Christine Petit a écrit un très joli article qu'elle a appelé la Symphonie des Mille,
Bon, symphonie des mille, parce que probablement elle estime qu'il y a un très grand nombre de gènes qui sont impliqués dans la surdité. Et dans cette surdité, nous allons prendre un exemple avec un monsieur ici qui épouse, qui fait des enfants avec une dame qui est, comme lui, sourde et muette. Eh bien, ils ont des enfants et ces enfants ne sont pas sourds et muets. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans la descendance des sourds et muets, en dépit de cette héritabilité forte, le pourcentage, le risque de surdimutité est relativement faible. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le papa ici est sourd parce qu'il a une mutation à l'état homozygote sur le chromosome 2. La maman est sourde parce qu'elle a une mutation à l'état homozygote sur le chromosome 17. Mais il s'agit d'une caractéristique qui est une caractéristique récessive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une mutation qui intervienne ici sur les deux chromosomes pour que, disons, l'information protéique qui va en résulter soit manquante dans les deux cas. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est que les enfants vont recevoir ce gène muté du père, ce gène muté de la mère, et ici, il va y avoir ce chromosome normal venant du père, de la mère, pardon, ce chromosome normal ici venant du père, qui vont compenser. Ils ne seront pas sourds. Héritable ne signifie pas du tout héréditaire. Génétique ne signifie pas héréditaire. Une caractéristique peut-être génétique sans être pour autant héréditaire, c'est-à-dire transmise d'ascendant à descendant. Alors, en ce qui concerne les gènes liés à la cognition, eh bien, quelques travaux ont été faits qui visent à ce qu'on appelle le criblage exhaustif du génome. C'est-à-dire que l'on va, à partir du moment où on soupçonne que la génétique pourrait avoir quelque effet sur l'intelligence et sur le QI, eh bien, nous allons rechercher ces gènes. Ceci a été fait par deux équipes. Alors, bataille extrêmement importante qui a duré à peu près 50 ans, où on a mis en relation les corrélations entre parents, c'est-à-dire le degré de ressemblance, et également le degré de proximité génétique. Et ce qu'on constate, corrélation observée, c'est que plus les parents, ici, se ressemblent génétiquement, plus ils se ressemblent pour l'intelligence. Bien sûr, quand on augmente le degré de proximité génétique dans notre espèce, on augmente aussi le degré de proximité environnementale, si ce n'est que, si on regarde ici, les monozygotes qui sont élevés séparément et les monozygotes qui sont élevés ensemble, eh bien on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Alors ce qui est un peu gênant, c'est que si cette courbe montre une croissance de la ressemblance pour le QI en fonction de l'augmentation de la proximité génétique, cette augmentation est quand même différente, la courbe est quand même différente de ce qu'on trouve pour les corrélations attendues si on utilise un modèle de transmission pour un caractère à plusieurs gènes mais relativement simple. Donc on est dans une situation un petit peu gênante parce que nous avons effectivement quelque chose qui nous incite à penser que la génétique pourrait avoir quelque chose à faire avec